open the doors and wait to start. Why don't you let us know where you're connecting from? Buenos días. Bom dia. Hola. Welcome, everyone. Let us know, connecting from Chile, Mexico, Nigeria. Hola, Paola in Guatemala. Hello, everyone. Hola, Rocio. Hey, Rachel. Thanks for connecting. Marhaba, Khaled. Welcome, everyone. This meeting will be mostly in English, or likely to be all in English. If you want to use interpretation, please find the icon at the bottom of your screen. Bonjour à tous. L'événement sera en anglais, donc n'hésitez pas à chercher la fonction d'interprétation vers le français. 3 minutes encore. Là, elle fait dans les deux sens. Hola a todos. The event will be in English. El event. On n'entend plus rien. Feel free to check for the interpretation at the bottom of your screen. So hello, connecting from Canada. Connecting from? Attendees already raising the hand. So what we will do, please make yourself comfortable. Let us know where you're connecting from. Hello, Yasin from Montserrat. Nice to see you. Hello, Teresa in Nairobi. Hello, Gul from Ohio. Hello, Michaela. Thanks for joining us. So we will start in just a few minutes. Please find the interpretation button at the bottom of your screen if you need interpretation to French, Spanish, or Portuguese. I see colleagues from UNESCO connecting from around the world.
people in Mali, Colombia, Montserrat, Belgium, Paraguay, Sri Lanka, hello. Brazil, Cameroun, bonjour. Alors, on vérifie que l'interprétation passe sur alors, so is the French interpretation? Est-ce que l'interprétation vers le français fonctionne? I have Portuguese interpretation on the floor, so J'ai de l'interprétation en portugais, before we start. donc il faudrait régler le problème avant que nous ne commencions. All right. Hello to everyone. Bien, bonjour à tous. Me unshare. Ah. All right. We'll be good to go. Bien, je pense que nous sommes prêts à nous lancer. Hello everyone. Bonjour à tous. My name is Amélie Gagnon. Je m'appelle Amélie Gagnon Development et je suis en tête de l'unité développement à l'Institut international pour la planification de l'éducation de l'UNESCO. Bienvenue à ce webinaire. It's a pleasure to have you. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous pour ce deuxième webinaire que nous organisons pour parler de la question de l'équité, de la privatisation et du droit à l'éducation. Beaucoup d'entre vous étaient déjà connectés la semaine dernière et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et pour les nouveaux arrivants, merci de nous rejoindre. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Et tout ce que vous verrez aujourd'hui et dans le prochain webinaire, ainsi que le contenu du webinaire précédent, seront disponibles sur la page dédiée, Internet dédiée. Donc, je voulais prendre quelques instants pour présenter la série et ce webinaire. Et cette série a été conçue capitalisant sur les travaux précédents de l'IPE qui se sont penchés sur différentes questions liées à l'équité et comment est-ce que la privatisation peut jouer un rôle dans l'offre de l'éducation et bien entendu le cadre plus vaste du droit à l'éducation. Donc la semaine dernière, nous avons fait une introduction sur la privatisation de l'éducation et la diffusion de les formes et ses diffusions. Nous allons comparer aujourd'hui les approches et les enseignements tirés des différents systèmes éducatifs et nous aurons deux autres sessions prévues au mois de mars pour voir comment est-ce que nous pouvons fournir l'éducation en tant que droit de l'homme et ensuite une dernière discussion avec des invités pour parler des implications plus larges en termes de l'équité, de la privatisation et du droit à l'éducation dans différents contextes et nous essaierons de tirer quelques conclusions et les impacts politiques pour les planificateurs qui planifient et gèrent également l'éducation. Donc, c'est un plaisir de souhaiter la bienvenue à Frank Adamson qui est avec nous et qui nous fournit beaucoup d'éléments qui nous amènent à réfléchir. La semaine dernière, vous avez tous pu entendre ce qu'il a dit concernant les concepts, les définitions et aujourd'hui, nous allons continuer et il va continuer à partager avec nous d'autres éléments, des études de cas et concernant différentes parties du monde. Et il est professeur à l'université de Sacramento, université publique des États-Unis, et il aura également un invité que nous allons présenter de manière plus détaillée, le docteur Anthony Verger, qui travaille à l'Université autonome de Barcelone. Et c'est un véritable plaisir de vous avoir parmi nous. Vous avez des compétences différentes, et l'une qui est particulièrement intéressante, c'est ce lien entre la gouvernance et les politiques éducatives, notamment dans le contexte des partenariats publics-privés, les PPP. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et c'est un plaisir de voir que vous êtes connectés depuis l'Espagne, depuis Barcelone. Juste avant de commencer, je voudrais prendre une minute pour rappeler que nous avons de l'interprétation. Nous avons 4 langues aujourd'hui, le français, l'anglais
en direct, ensuite une interprétation en français et en portugais. Et aujourd'hui, nous allons enregistrer les 4 langues, et c'est une première fois, pour que tout soit disponible sur le site Internet dans votre langue favorite. Et nous allons essayer, nous verrons ce que ça donne. Et tous les enregistrements, les diapositives, les documents, tout ce dont nous allons parler seront mis sur le site Internet et nous vous invitons ensuite à continuer les discussions sur Twitter, sur l'adresse que l'on utilise pour cette série de webinaires. Vous allez pouvoir continuer à partager vos réflexions sur Twitter au fur et à mesure que nous avançons. Nous allons essayer de réserver suffisamment de temps à la fin du webinaire pour pouvoir avoir une session questions-réponses avec nos 2 orateurs. Et n'hésitez pas à utiliser la boîte de questions-réponses pour mettre vos questions et pour la boîte de dialogue, utilisez-la pour d'autres choses en dehors des questions. Donc, ce qui permettra à tout ceci de se dérouler sans aucun problème. Je vais donc maintenant donner la parole à Franck de façon à ce qu'il puisse nous dire où nous en étions déjà la semaine dernière, où nous allons cette semaine et ensuite donc nous présenter la session d'aujourd'hui. Merci. Merci Amélie, merci à l'IPE d'avoir organisé cette série de webinaires. Donc, je vais voir maintenant si je sais me débrouiller avec la technologie et partager mon écran. Bien. Et mais également, je regarde également mon Twitter au cas où les gens souhaiteraient utiliser le Twitter. Aujourd'hui, nous allons passer au deuxième webinaire, deuxième session de ce webinaire. Et je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui étaient là déjà la semaine dernière et également aux nouveaux arrivants. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et de vous savoir des nôtres. La dernière fois, et je ferai un petit récapitulatif très bref pour vous rappeler ce dont nous avons parlé. Et ensuite, je dois dire que je serai très heureux de vous présenter le docteur Anthony Verger de Barcelone, qui a des choses très intéressantes à partager avec nous. Donc, et je voulais simplement dire que la dernière fois, nous avons parlé de définition et de l'étendue de la privatisation et nous allons parler également des enseignements tirés des différents systèmes éducatifs et nous allons ensuite parler la prochaine fois de l'éducation en tant que droit de l'homme. Et comme l'a dit Amélie, il y aura ensuite dans le dernier webinaire une discussion finale sur l'éducation. Dans le premier récapitulatif sur le premier webinaire, nous avons donné les définitions et les composantes clés de la définition de la privatisation pour le financement et l'appropriation. Et nous avons donc différentes définitions données par différents chercheurs et institutions. Et ensuite, nous avons regardé les différents chemins. Il y a donc ce dont on peut avoir hérité, ce qui peut être lié à l'idéologie, et nous avons parlé des mécanismes. Je voudrais les mettre en lumière, ces mécanismes. Nous allons parler également de cela aujourd'hui, notamment dans la présentation de Tony, mais il y a donc les écoles privées, les écoles sous contrat, etc., et dans différents contextes politiques et dans différents pays. Et ce sera là le fil conducteur de notre discussion d'aujourd'hui. Et enfin, nous avons présenté cette carte où nous utilisons le financement et la gestion pour vous donner une idée de ce qui se passe et pour insister sur la symétrie et voir comment est-ce que cela se fait dans les différents endroits. C'est une carte du monde et nous avons discuté également de contextes individuels dans des différents pays. Bien. Nous avons également reçu des réponses de vous tous et je voulais partager un petit peu ce retour d'information dans le cadre de ce puzzle sur la privatisation. Il y a donc d'abord les éléments de preuve de différents pays et les enseignements à tirer concernent les impacts et quels sont les exemples
revirement de politique et les interactions entre la politique et la politique éducative, y compris la privatisation. Et enfin, est-ce que la dynamique de pouvoir, est-ce que c'est un emprunt à la politique ou du colonialisme? Et ceci est important dans les relations entre le Nord et le Sud. Et je voulais également voir comment est-ce que les éléments de preuve sont utilisés, où est-ce que nous avons des éléments de preuve, parce que si, cela nous permettra de voir s'il y a une symétrie à ce niveau. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Eh bien, il y a trois questions types euh, que j'aborde lorsque je pense à la privatisation. Quelle est la relation avec la qualité et les réalisations? Et, et Tony va nous dire également que les résultats sont très mélangés au mieux. Et ensuite, deuxième question, elle porte sur l'équité, notamment dans certains contextes où il y a des préoccupations très importantes concernant la ségrégation, la stratification, etc. Quelles sont les autres alternatives en matière de politique? Et certains pays ont un modèle d'investissement public, nous en discuterons un petit peu plus tard. Et ensuite, Tony nous parlera des sous-types de privatisation et ensuite nous donnera une perspective plus globale des réalisations et de l'équité. Et juste pour vous dire que j'ai en fait des signaux, je dirais, pour les réalisations, le chemin à suivre, etc. Je ne l'ai pas vraiment dit en tant que tel, mais c'est un petit peu le sentier que je vais suivre et la direction que je vais suivre, parce qu'il y a beaucoup de choses et nous voulons essayer de suivre les points principaux de cette discussion. Au niveau pays, nous avons publié ce livre en 2016, livre qui est une comparaison entre les différents modèles de privatisation et d'investissement public dans plusieurs pays. Et nous avons démontré que les réalisations sont bonnes dans les modèles en matière d'investissement public et de privatisation. Et ceci concerne en partie la discussion d'aujourd'hui, ce que je vais vous présenter. Et je vous dirais que les trois paires de pays sont le Canada et les États-Unis en Amérique du Nord, le Chili et le Cuba en Amérique latine, et la Finlande et la Suède en Europe. Et vous pouvez voir le Canada, Cuba et Finlande, la Finlande pour l'investissement public, la privatisation, eh bien les États-Unis, le Chili et la Suède. Et l'une des questions qui découle immédiatement de ce livre, c'est que dire de nous? Où sont les exemples qui viennent d'Afrique ou d'Asie? En tant qu'auteur, je peux vous dire que j'aurais adoré les inclure et d'avoir tous les éléments de preuve. Mais déjà, le livre était suffisamment long et les délais de publication également. Mais je voulais simplement en parler parce que nous avons donc un nouveau travail qui va être publié. Nous avons un volume qui est maintenant sous presse. Et Tony y a même rédigé un chapitre avec nos collègues. Et dans ce livre, qui est une compilation et qui porte sur les principes d'Abidjan, mais il s'intéresse également au côté juridique. On a écrit également sur l'éducation concernant les principaux résultats dans le contexte d'Afrique de l'Est, dans les écoles peu chères. Elle examine la qualité et les résultats et la stratification et l'inégalité qui vont en augmentant. Et l'un des principaux thèmes ici, c'est que nous voyons les mêmes problèmes se produire. Et ceci est absolument étonnant puisque l'on voit la même chose dans le monde entier. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre au fur et à mesure que nous regardons ces exemples. Et notamment, dans le contexte des écoles privées, il y a une forte mobilité et des enseignants qui quittent et il y a des gens qui qui ont 2 emplois. Les parents n'ont pas suffisamment les moyens pour payer les frais scolarité et cela engendre une stratification encore plus grande et
Ceci met en lumière cette micro-ségrégation économique, ce qui est important parce que vous avez des personnes qui sont ségrégées du fait de leurs moyens, de leurs ressources et ce n'est pas du tout ce que nous voulons voir dans les systèmes d'enseignement public puisque l'on doit y garantir le droit à l'éducation et c'est là, un ce qui vous explique un petit peu ce que nous voulons faire en Afrique sur l'éducation et nous voulons, continuer à aborder ces thèmes. La dernière fois, je vous ai présenté ce triangle, c'est-à-dire la logique économique et les mécanismes éducatifs ainsi que les moteurs de la politique. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'investissement public et nous verrons que les moteurs politiques sont différents avec des décisions démocratiques et une responsabilité publique, même si ce n'est pas tout le temps le cas. La logique économique porte davantage sur l'accès et la préparation des citoyens et tous ceux qui disent que l'équité doit toujours être au centre de ce qu'ils font et les mécanismes les enseignants, les bien préparés, devraient être, l'élément le plus important puisqu'il est tellement important d'avoir des enseignants bien préparés dans les systèmes éducatifs et ensuite, bien entendu, pour ce qui est du côté de la privatisation, nous en avons parlé la dernière fois, avec la déréglementation et la libéralisation, nous avons donc ces logiques économiques qui sont l'efficacité, le choix et la concurrence qui sont soulignés également dans les modèles où les ressources ne sont pas suffisantes et ensuite les mécanismes éducatifs avec les chèques éducation, les écoles sous contrat, les écoles à faible coût et de tous ces contextes dans lesquels la privatisation se déroule. Donc, très brièvement, je vous ai parlé la dernière fois du Chili et nous avons passé en revue le modèle néolibéral qui a été lancé en 1980 avec les chèques éducation et il y a eu des changements importants apportés au système et la dernière fois, je vous ai montré cette diapositive qui parle d'un système d'apartheid qui s'est développé en termes d'accès, du fait de l'appartenance sociale et c'est une réforme idéologique, basée sur le concept Milton Friedman qui est celui du choix de l'école et les mécanismes d'utilisation donc de chèques éducatifs. Nous allons maintenant passer à autre chose avec un modèle d'investissement plus public et lorsque j'ai dit que la démocratie, ce n'est pas tout le temps, c'est voilà ce que je voulais dire. Cuba est une économie, centralisée avec une responsabilité, heu un investissement dans les enseignants et l'auteur sur le chapitre de Cuba a constaté qu'il y avait ce capital social entre les mains de l'État, qui est vraiment le moteur du système, la base du système, et pour de toute façon avoir une classe sociale égalitaire dans le pays. Et ceci se manifeste au niveau de l'égalité des salaires et les enseignants qui sont formés en centrale, mais les enseignants également sont payés de manière à ne pas toujours avoir à chercher un deuxième emploi pour pouvoir survivre. Donc, dans le cadre du système éducatif, c'est également quelque chose d'important, y compris dans le cadre économique. Et qu'est-ce que cela signifie en matière de réalisation? Eh bien, en Amérique latine, ce sont des chiffres, mais Cuba ne participe pas à de nombreuses évaluations internationales. En Amérique latine, ici, nous avons une moyenne et au Chili, ils sont assez bons et Cuba, c'est quelque chose de totalement différent. Et nous pouvons voir que cet investissement, de Cuba donne des résultats. Et là, je vais m'arrêter et faire une petite pause. Nous allons faire un sondage. La dernière fois, nous avons fait un sondage lorsque nous parlions de financement et des différentes composantes de la privatisation, mais aujourd'hui, nous voulons en savoir davantage sur votre contexte. Donc Amélie, nous allons procéder au sondage. Camilla à l'IPE va lancer le sondage. Voilà.
dans la question et dans quelle mesure les formes de privatisation de l'éducation dans votre contexte, la prévalence des différentes formes d'éducation dans votre système, pour les différents schémas, les écoles à faible coût, les écoles sous contrat, avec les écoles avec chèque d'éducation. Vous pouvez choisir en disant ce sont des formes très répandues ou peu assez répandues, ou qu'il y a des signes euh, de lancement de ce type d'initiative ou pas présente du tout. Donc, nous allons maintenant procéder au vote. Et Camilla, vous nous direz quand vous verrez donc que tout le monde a voté. Je pense que d'ici 10 secondes, tout le monde devrait avoir voté. Je pourrais donc clore le sondage. Bien. Donc, c'est intéressant de voir les résultats. Donc, nous pouvons voir que ceci n'est peut-être pas représentatif au plan mondial, mais c'est une idée qui se répand, mais que la prévalence n'est pas néanmoins complète. Il y a encore des endroits où cela n'existe pas. Je pense que c'est un phénomène que l'on peut constater dans différents endroits. C'est intéressant de voir ce qu'il en est selon les endroits. Je me disais que c'est intéressant parce que, à moins que nous ne soyons un public qui s'intéresse uniquement aux chiffres, c'est une perception de l'offre de l'éducation dans nos pays respectifs. Donc, c'est un schéma, je dirais, très intéressant. Oui, tout à fait. Oui, oui, merci à tous. Donc, je vais poursuivre. Ça, c'était pour l'Amérique latine, côté réalisation et le contexte politique. Donc, nous allons passer maintenant à un autre exemple, notre paire d'exemples, la Suède et la Finlande. En Suède, ils ont un modèle d'école publique qui est essentiel pour une société démocratique dans les années 50 et dans les années 90. Ils sont très rapidement passés à des écoles indépendantes et privées en utilisant les idées de décentralisation, de déréglementation et de concurrence en tant que logique et le marché comme mécanisme. Et je voulais simplement que nous suivions un petit peu ce sentiment national dans les années 40. La tâche essentielle des écoles était de former des êtres humains axé sur la démocratie. Dans les années 70, l'idée était d'abolir une société avec classe, très noble comme idée. Et en 2006, nous avons cette idée qui est que gérer une école et vendre des réfrigérateurs, c'est la même chose. Le tout, c'est d'avoir l'oreille axée sur le marché, de comprendre où sont les besoins de nos clients. Donc, c'est une façon très différente montrant comment et pourquoi les systèmes éducatifs fonctionne ainsi. Nous passons maintenant à la Finlande, qui a une approche différente. Dans les années 70, il y a eu beaucoup d'investissements dans le domaine éducatif pour égaliser les opportunités, en éliminant donc le suivi des étudiants dû à la performance, mettre en place un programme commun et la vision étant l'équité. L'équité doit être le moteur et ensuite préparer les citoyens, ça c'est la logique économique, et les mécanismes éducatifs, c'est d'avoir des enseignants bien formés. Puis, malgré la crise économique dans les années 90, ils n'ont pas suivi le modèle suédois et ils ont été sauvés par PISA en 2000. Leurs écoles donnent de si bons résultats que, bien entendu, ils ne voulaient pas changer ce qu'ils faisaient parce que leurs résultats étaient si bons. Et ceci, et je vais revenir à PISA dans quelques instants, mais lorsque l'on compare ces différents modèles,
Et notre collègue qui a écrit sur ce chapitre dans le livre a parlé de ces différences et des différences clés entre ce qu'il appelle le mouvement de réforme mondiale de l'éducation, et celui-ci met l'accent sur la concurrence entre les écoles, le choix des écoles, alors que la Finlande s'intéresse à la collaboration entre les écoles, l'égalité des résultats. Il y a une différence entre l'apprentissage personnalisé et standardisé. Et je ne veux pas dire personnaliser la- l'apprentissage, mais ce qu'il faut, c'est simplement aider les étudiants à passer à l'étape suivante et à comprendre les concepts. Et ce sont là c'est là l'enseignement différent dont nous parlons. Dans le modèle mouvement de la réforme de l'éducation au niveau mondial, l'accent est mis sur l'alphabétisation et le calcul, et le fait que l'on pense que les gens vont avancer alors, ou ne vont pas avancer s'ils ne sont pas testés, alors qu'en Finlande, l'accent est mis sur l'enseignant, sur les enseignants, pour que les enseignants deviennent de meilleurs enseignants, et si l'on apporte le soutien nécessaire aux enseignants, ils vont s'améliorer et feront un travail bien meilleur. Donc je voulais, pour en revenir aux résultats de PISA, dire que si vous regardez ici l'année 2006, vous voyez que le fossé est très important. La Suède se trouve ici et qu'il y a donc une baisse jusqu'en 2012, alors que la Finlande est à 548 en 2006. Mais si l'on suit ce qui se passe après, il y a une convergence, et l'on voit une convergence entre les résultats. Et on a beaucoup parlé de ce que cela signifie. Et je dirais que je ne pense pas que qui que ce soit ait réellement une idée très claire. En écrivant ce livre, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas se baser uniquement sur une analyse comme PISA pour comprendre les moteurs à long terme d'une politique, ni même les modèles causaux à court terme, parce que l'on n'a pas cet élément de preuve. Donc c'est simplement un indicateur qui permet de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est la raison pour laquelle je dis que les résultats sont mélangés. Nous ne savons pas très bien comment cela fonctionne. Et en Amérique latine, il y a des différences entre Cuba et le Chili, mais ici, on voit que les choses ont un petit peu changé. Ces différences sont moins grandes. Et je dois dire que néanmoins, il y a encore des préoccupations concernant le modèle en Suède et les sociétés qui recherchent le profit. Et l'OCDE a à dire que sans assurer que les bénéfices sont réinvestis pour améliorer l'offre de services éducatifs, ceci soulève quelques soucis concernant l'utilisation efficace des financements publics pour l'éducation. Ce qu'il faut, c'est se demander qui profite de ce modèle, qui est au cœur de cela. Et c'est ce qui me permet de dire qu'il faut financer une politique qui dirige, qui permette donc de renforcer cette politique, de soutenir cette politique. Et aux États-Unis, nous avons un investissement public et la privatisation. Les deux se produisent simultanément. Mais dans les modèles de privatisation ici, ils sont basés essentiellement sur le choix et sont essentiellement pour les écoles sous contrat. Et je voulais souligner sur ce point, si l'on regarde la façon dont le financement se fait, nous avons un système fédéral où des impôts à gauche en vert sont collectés par le gouvernement, et nous avons ensuite une inégalité aux États-Unis, c'est-à-dire le cheminement public ou le cheminement de la privatisation, et nous ajoutons donc cet intermédiaire, et les impôts qui sont ainsi collectés sont dirigés vers les intérêts privés, et ceci nous ramène à ce que l'OCDE a dit sur la Finlande, à savoir qu'est-ce que nous faisons ici, comment est-ce que nous investissons dans l'éducation. C'est une question de politique. Et j'ai donné cet exemple concernant la Nouvelle-Orléans, ce modèle de privatisation avec les choix et les écoles sous subvention. J'en ai parlé la dernière fois, mais aujourd'hui, je voudrais surtout mettre l'accent sur les résultats, parce que c'est là où nous voyons un type de ségrégation qui se produit dans ce modèle, dans un modèle basé sur la concurrence. Et nous avons un premier niveau d'école,
et il y a un type d'école sélectif sous contrat en Nouvelle-Orléans et d'autres types d'écoles sous contrat et des écoles alternatives. Et c'est un petit peu comme cela, que, l'on voit, les résultats. Mais lorsque l'on regarde à l'accès aux écoles, les meilleures écoles, c'est-à-dire près de 90 des élèves, fréquentent ces écoles et seuls 10 des élèves vont dans d'autres écoles. Alors que si l'on regarde les Afro-Américains, c'est exactement l'inverse. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a des mécanismes de tri en œuvre. C'est pour ça que nous avons préparé une carte thermique pour voir comment ça se prépare à l'échelle mondiale. Et même dans les pays, dans les différentes juridictions, nous pouvons voir qu'il y a des problèmes d'équité. Donc, juste quelques exemples de ce que cela veut dire. Donc, les meilleures écoles. Donc, nous enseignons pour la connaissance pure. Nous ne sommes pas du tout obsédés par les tests. Alors que dans les écoles tiers 2, c'est comme à l'urgence. La pression est extrême. Et donc, les élèves vont vraiment se concentrer sur les maths et l'anglais. Et ensuite, dans les tiers 3, vous êtes devant l'ordinateur et vous n'avez d'interaction avec personne. Donc, ce sont vraiment des différences pédagogiques très importantes dans les 3 écoles. Donc, nous avons en fait élargi notre champ de recherche. Nous avons pris des paires de villes, Oakland, Detroit, et au centre des États-Unis, Washington et dans le côte est. Et nous avons trouvé une chose, il y a une ségrégation intense et la dans ces juridictions, nous avons 90 des élèves qui sont en fait des élèves de couleur. Il y a aussi des problèmes dans d'autres pays. Nous avons des problèmes de décrochage scolaire dans le sud. Il y a aussi des problèmes de ségrégation, des problèmes d'accès. Et c'est pour ça que la privatisation estime qu'il faut donner le choix au public. Et nous voyons que dans les écoles sous contrat, il y a une ségrégation intense de 2 niveaux. Donc, il y a des étudiants de couleur et ceux qui, en fait, sont éligibles pour des repas gratuits. Donc, en rouge, et ce sont des nombres qui augmentent. Et donc, l'image, si vous voulez, l'image globale n'est pas très rose. Mais et la privatisation n'améliore pas forcément l'accès ou quoi que ce soit. Et nous avons vu Washington DC, ils disent qu'ils ont introduit des programmes, des repas scolaires gratuits, mais les chiffres ne sont pas non plus très exacts. Et ensuite, nous avons cette différentes populations au sein de ces écoles. Donc ici, dans cette charte, il y a pas mal de chiffres et ce sont des différences de tests. Donc, les écoles publiques en Camden ont une performance de 22% inférieure par rapport aux écoles sous contrat. Mais regardez ici, voici le chiffre pour l'éducation spéciale. Donc, ce sont des écoles publiques qui enseignent dans leurs écoles. Et ce sont des données qui passent un tout petit peu à la trappe quand on fait des comparaisons. Et vous ne regardez pas les différentes exclusions dans ces écoles et comment le modèle basé sur la concurrence oblige ou donne des incitations aux écoles à faire des décisions sur l'allocation des étudiants. Donc, pour résumer, les écoles sous contrat sont en fait dispersées de façon inégale à l'échelle nationale. La ségrégation est un problème important dans toutes les écoles et donc les étudiants de couleur, en fait, vont plutôt dans les écoles où il y a une forte ségrégation. Donc, nous
je crois que j'allais vous parler de Canada également, et je vais vous parler de Canada où il y a un revirement de politique parce qu'ils avaient un système néolibéral et ils ont changé et ils ont vraiment, en fait, mais je vais quand même donner la parole à Tony parce qu'il a quand même des intéressants résultats à partager. On aura beaucoup de temps pour parler. Ces diapos seront disponibles sur le site web. Donc, je vais vous laisser ces diapos. Il y a aussi une petite bibliographie et je vais quand même donner la parole à Tony. Comme je vous ai dit, Tony a étudié le rapport entre les institutions, entre la gouvernance des institutions et la politique éducative. Et il est spécialisé dans les partenariats publics et privés. Donc, cela dit, je vais donner la parole à Tony. Merci beaucoup, Tony, d'être parmi nous. Merci. Merci beaucoup, Franck. Merci, Amélie, à l'IPE pour votre invitation de faire partie à ce webinaire sur la privatisation. Je vais continuer ma présentation et je vais me focaliser sur l'équité, l'équité telle qu'elle se présente dans les différents cadres de partenariat public-privé. Je vais vous parler des recherches sur les chèques éducation, les écoles sous contrat et les subventions. Que disent ces recherches? Et je pense qu'il est impossible de couvrir tous ces sujets en profondeur, mais si vous voulez savoir davantage, je vous renvoie vers cet article qui a été publié avec mes collègues Mauro Moschetti et Clara Fonvilla. Et les résultats, en fait, de ce problème va également être publié dans le livre dont Franck vous a parlé. Donc, je ne vais pas vous parler de toutes les politiques de privatisation, mais je vais vous parler des partenariats publics et privés. Comme vous le savez, comme Franck vous a dit, les écoles privées indépendantes, il y en a très peu. Et c'est un pourcentage très faible dans la plupart des systèmes éducatifs. Mais ce qui ne cesse pas d'augmenter, c'est des partenariats public-privé, où le public finance les écoles privées pour la prestation de services. Et ces politiques sont adoptées au nom de donner des opportunités éducatives à une population qui est désavantagée. Donc, c'est l'argument fort derrière ces politiques. Donc, on dit que ces politiques vont faire valoir l'équité partout. Et je vais vous démontrer que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout le temps le cas. C'est ce qui se passe, ce genre de cadres politiques vont en fait creuser la ségrégation et l'iniquité. Donc, nous avons vu, il y a différentes modalités. Donc, les chèques éducation qui représentent, on va dire, qui sont majoritaires, c'est la meilleure façon de promouvoir la concurrence à travers les mécanismes de financement. Donc, les écoles doivent rentrer en concurrence. Et les écoles sous contrat ont déjà été présentées par Franck. Les prestataires privés qui doivent fournir une éducation publique et ils sont en fait autonomes par rapport à l'État. Et nous avons aussi notre modalité, c'est une modalité qui n'a pas une théorie de changement très forte. C'est en fait les subventions de services pour les écoles privées. Donc là, on se penche plutôt d'efficacité, coût et de concurrence. Donc, ce que je voulais vous dire, la recherche sur l'impact des PPP est rare et souvent donne des résultats contradictoires. Et parfois, nous
nous trouvons qu'on parle des écoles sous contrat, les subventions, les chèques éducation de façon trop générique, comme étant des catégories larges. Et ces recherches ne prennent pas en compte les variables de la conception de la politique, ni les résultats d'apprentissage, l'équité. Nous pensons que c'est très important quand on parle de la conception ou l'élaboration de politiques. Selon la conception du cadre PPP, cela peut avoir des effets plus ou moins positifs. Donc, dans ma présentation, je vais couvrir ces questions. Quels sont les effets principaux des différentes modalités de PPP sur l'équité en matière d'éducation et comment ces effets, en fait, sont impactés par la conception ou l'élaboration de la politique. Plus tard, mais il y a différentes séances que vous aurez la semaine prochaine sur quel est le rôle des organisations internationales et des gouvernements nationaux dans la résolution des problèmes d'équité et quel est le rôle de la régulation ou la réglementation publique plutôt. Donc, lorsque nous parlons des options d'élaboration de politique, nous parlons de quoi? Donc, nous parlons de la réglementation, euh, qui est lié aux fournisseurs qui peuvent être publics et privés. Et c'est des acteurs qui cherchent à faire des bénéfices ou bien des acteurs à but non lucratif. Ensuite, la politique d'inscription d'étudiants n'est pas très importante. Est-ce que ces écoles sont autorisées, les écoles privées sont autorisées à sélectionner les étudiants? Ensuite, la politique de financement. Est-ce que ces écoles ont le droit de faire payer les familles? Donc, ce sont des options payantes imposées sur les familles. C'est un variable important. Et parfois, nous avons des modalités avec des variables spécifiques, comme les programmes de chèque éducation qui sont soit universels ou ciblés, qui sont des montants qui ont des montants identiques ou bien des montants adaptés, ou bien les écoles sous contrat qui prennent des étudiants difficiles. Et il y a aussi une autre variable importante. Est-ce que l'école est gérée par un opérateur individuel ou bien une organisation de gestion des écoles sous contrat? Donc, nous avons couvrir 200 études d'impact dans différentes dimensions. Vous allez voir que la plupart des études étudient l'impact de ces politiques sur les résultats d'apprentissage et sur l'équité. Lorsque nous regardons l'impact global de ces publications, nous observons que si nous les regroupons tous dans une base de données, en général, la majorité des études montrent des résultats négatifs par rapport aux effets positifs. Donc, il y a quand même quelques études qui donnent des résultats positifs, mais beaucoup de recherches fait état de résultats mixtes ou mitigés plutôt ou neutres. Donc, dans un état, les maths ont connu une très bonne performance par rapport aux autres états, mais l'anglais est un tout petit peu à la traîne. Donc, c'est l'exemple d'un résultat mitigé. Lorsque nous avons ces résultats, lorsque nous analysons les résultats selon les modalités de PPP, nous trouvons que les programmes de subvention et les écoles sous contrat ont une distribution d'effets semblable, alors que les programmes de chèque éducation ont connu une meilleure performance. Et il y a une explication et je vais vous en parler. Mais comme vous pouvez voir, la répartition est identique dans les deux premiers cas. Mais pour les programmes chèque éducation, il y a plus d'effets positifs et moins d'effets négatifs. Et il est très important de voir quels sont les impacts dont nous parlons. Dans l'examen, nous nous sommes
focaliser sur différents résultats, mais les résultats les plus importants, c'est les résultats d'apprentissage et l'équité. Et voici l'image qui est très claire, surtout en ce qui concerne l'équité. Et il est très important d'étudier ce chiffre. Donc, c'est en fait les deux faces d'une même pièce. Parfois, il y a une compensation entre les résultats d'apprentissage et l'équité. Et c'est pour les, les résultats d'apprentissage sont aussi très importants parce que la recherche se focalise parfois sur les effets agrégés des politiques éducationnelles sur le système éducatif. Et d'autres fois, on, on, on se concentre sur d'autres choses. Mais la plupart des fois, la recherche compare les résultats d'apprentissage entre les prestataires privés et les prestataires publics. Donc, c'est une comparaison entre le secteur privé et le secteur public. Et les résultats d'apprentissage dans le privé est meilleur parce que ces écoles ont une influence sur la composition sociale de leurs étudiants. C'est pour ça que le résultat en matière d'équité est négatif. Ce genre de modalités de prestation de services ont tendance à générer la ségrégation et l'inéquité, surtout sur certaines catégories d'étudiants, comme Franck l'a dit. Donc, je vais vous donner quelques idées de notre financement. Vous pouvez regarder les détails dans les publications. Lorsqu'il s'agit de programmes chèque éducation, c'est une variable très importante pour faire la distinction entre les chèques ciblés et les chèques universels. Les chèques ciblés touchent une population spécifique et souvent, ils sont meilleurs que les chèques éducation universels parce que les chèques ciblés font valoir l'équité. Sinon, les chèques universels contribuent à la concurrence. En même temps, si nous devons concevoir un programme de chèque éducation au nom de l'équité, selon selon les études, il vaut mieux que les chèques éducation ne financent pas les écoles à but lucratif et ne permettent pas les écoles à imposer des options payantes et faire la sélection des étudiants parce que dans ce cas-là, ça va creuser l'inégalité et ça va promouvoir la ségrégation. Avec les écoles sous contrat, on a quelque chose de très similaire. Donc, les écoles sous contrat ont tendance à obtenir davantage en fait, a tendance à donner des piètres effets en matière d'équité. Le, et le variable de l'organisation de gestion des écoles charter est aussi intéressant. Ces organisations, en fait, ont des meilleurs résultats d'apprentissage, mais en ce qui concerne l'équité, ils ne sont pas toujours très bons parce qu'ils ont des stratégies de sélection d'étudiants qui ne sont pas couramment employées dans le cas des écoles, pas par les écoles charter ou les écoles sous contrat indépendantes. En ce qui concerne la sélection des étudiants, ce genre de programme ont des effets néfastes sur l'équité. Donc, les résultats principaux montrent très clairement que les PPP sont extrêmement problématiques en ce qui concerne l'équité. Mais lorsque nous regardons les variables de conception qui modulent ces résultats, nous voyons que les PPP essayent de répliquer une dynamique de marché en, en obligeant une concurrence entre les écoles. Et donc, il y a un mécanisme de marché et il y a
des effets extrêmement néfastes sur l'équité comme la ségrégation, la segmentation. Donc, c'est un des résultats principaux que nous avons trouvés. Et je pense qu'il est toujours intéressant de lier cet effet de compensation entre les résultats d'apprentissage et l'équité, parce que ces programmes PPP on connaisse une meilleur résultat lorsque la conception de politique permette une sélection des étudiants. Et c'est vraiment une idée de compensation. Donc, si vous pouvez influer sur la composition de vos étudiants, vous pouvez avoir aussi des meilleurs résultats d'apprentissage parce que vous pouvez vraiment absorber les meilleurs étudiants du marché et les étudiants qui n'ont pas besoin des besoins spéciaux. Donc, si nous devons conseiller un gouvernement, si un gouvernement doit adopter un PPP ou non, notre réponse en fonction de cet examen, c'est de chercher des alternatives aux politiques. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a déjà un PPP en place dans un pays? Et là, il est très important d'avoir un débat sur comment, en fait, réglementer ce genre de PPP. Donc, il est très important de faire la distinction entre la réglementation formelle et informelle. Donc, une des limitations de notre étude, c'est que nous nous focalisons sur des réglementations formelles. Les réglementations formelles ne sont pas toujours bien mises en œuvre. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que dans les systèmes éducatifs où on n'a pas le droit de générer des profits, on ne peut pas sélectionner les étudiants, on ne peut pas non plus demander aux familles de participer aux frais de scolarité. Et pourtant, ce genre de pratique est monnaie courante. Il y a beaucoup de mécanismes informels, par exemple dans le contexte des programmes d'écoles sous contrat, comment les directeurs d'école peuvent rencontrer des familles et demander aux familles, aux certaines familles d'envoyer leurs étudiants à cette école, ou bien faire impliquer la famille dans les écoles. Et donc, ce qui exclut les familles un peu désavantagées parce qu'ils ne peuvent pas participer. Donc, cela dit, est-ce que la réglementation publique, le renforcement de la réglementation publique contribue à l'équité? Ben, écoutez, il faut voir. Euh, Nous savons que beaucoup de choses se passent en ce moment. Par exemple, ce webinaire, nous avons des principes d'Abidjan. Nous allons parler de ce principe la semaine prochaine. C'est vraiment, en fait, une approche montante, euh, ascendante. Le prochain rapport du GEM va se focaliser sur la gouvernance et la réglementation. Et les organisations internationales comme la Banque mondiale, qui ont historiquement plaidoyé en faveur des PPP et des solutions privées, sont très récemment en train de devenir, en fait, sont en train de devenir plus en plus sensibles aux limitations de ce genre d'approche. Donc, le rapport de développement mondial qui a été dédié à l'éducation montre que il y a beaucoup, ce rapport est en train de reconnaître toutes les limitations du secteur privé et, ce rapport parle aussi de la ségrégation qui a lieu, comment ces cadres contribuent, les cadres PPP contribuent à cette ségrégation. Donc, il est très intéressant de voir que nous sommes dans un contexte où il y a un consensus global sur les PPP. Et je pense que c'est une étape nécessaire pour pouvoir trouver des solutions structurelles à ce problème. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Merci, Tony. Franck,
Est-ce que vous voulez dire quelques mots pour conclure la séance avant de passer à la séance questions-réponses? Écoutez, je pense que Tony et moi sont tout à fait d'accord et en fait, ma dernière diapo a parlé de cette sélection des étudiants appartenant à la classe privilégiée et c'est exactement ce qui se passe dans ces écoles et qui creuse l'inégalité dans les écoles. Je crois que les études étaient très puissantes et on a vraiment vu l'ampleur du problème d'équité. Donc, c'est très intéressant ce que vous dites. Cela vous donne en fait une sorte d'analyse fine entre l'équité et les résultats d'apprentissage. Mais on essaye de voir les deux au sein des institutions privées en même temps. Donc, nous avons quelques questions très intéressantes dans la box de chat. Donc, permettez-moi de vous rappeler tous que l'enregistrement du séminaire, les présentations seront tous téléchargés sur la page web du webinaire. Nous avons que quelques minutes avant de faire autre chose. Je vais juste en fait sélectionner une question qui nous donne de matière à réflexion. C'est Kosset Klaus. Donc, la recherche sur la privatisation se focalise sur la gestion des écoles privées et des écoles qui ont un lien avec l'État, donc qui sont enregistrées avec l'État. Donc, deux questions. Comment est-ce que la ségrégation dans les systèmes éducatifs soit possible avec la privatisation? C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que le système, est-ce que c'est le système d'État, est-ce que c'est le système public qui encourage la privatisation? Et donc, juste une question supplémentaire de Catalina. La question porte sur les arguments, au-delà des informations que vous avez données. Quels sont les arguments qu'on pourrait donner pour répondre aux problèmes de qualité dans le cas que vous avez décrit? Je ne sais pas, Tony, si vous voulez commencer à répondre, mais bien sûr, vous avez très peu de temps et vous devez être très rapide. Bon, écoutez, Tony, vous prenez une minute et je vais en fait terminer. Mais écoutez, ces questions sont tous très intéressantes et peut-être nous pouvons en fait saisir des réponses dans le chat. Euh, 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 Normalement, il y a des moteurs politiques derrière la privatisation. L'exemple de chèque éducation, les écoles sous contrat est flagrant. Nous savons comment le secteur privé a pu jouer son rôle dans l'éducation, ne serait-ce que par la conception. Nous avons également constaté qu'il y a aussi des moteurs non politiques de la privatisation. Nous avons en fait un État passif devant une demande qui est en augmentation constante. Et cet état passif permet l'émergence des acteurs privés. Les écoles privées aussi, en fait, un cas intéressant, c'est tout à fait différent et ça peut avoir un impact très important dans dans l'Afrique subsaharienne et aussi dans certains pays de l'Amérique latine. Donc, l'État est quelque chose, l'État conçoit le marché en quelque sorte, mais ce n'est pas la seule force derrière ces tendances. Mais il est important également d'apporter un commentaire ici. Nous parlons de la privatisation de l'éducation, qui est un moteur principal de la ségrégation, mais il y a d'autres moteurs, d'autres raisons. Très récemment, il y a un rapport qui couvre les pays européens, mais on a trouvé que 40% des ségrégations dans les écoles est expliquée par la privatisation. Mais il y a aussi la ségrégation à l'échelle urbaine. Il y a aussi des écoles publiques qui se comportent comme des écoles privées, qui font la sélection des étudiants, qui font l'écrémage, si vous voulez. Donc,
il ne s'agit pas d'avoir uniquement des écoles privées, mais aussi il y a ces valeurs commerciales, l'implication, l'intégration des valeurs commerciales dans le système éducatif contribue également au problème. Donc, les administrateurs, les familles, en fait, souscrit à cette tendance de marché. Donc, malheureusement, le débat est beaucoup plus complexe que cela a l'air. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je pense que nous devons vraiment conclure. Je vais juste partager mon écran et je vais répondre à une question. Sachez que le prochain webinaire est prévu le 3 mars. Donc, juste pour renforcer quelques points évoqués par Tony. Il a parlé du côté l'offre. Bon, nous allons parler des principes d'Abidjan la prochaine fois. Et comment est-ce que l'État pourrait en fait garantir une éducation gratuite et de qualité et qu'est-ce que cela signifie pour les parents. Donc, nous allons continuer, poursuivre notre dialogue sur les éléments de preuve. Bon, écoutez, je souhaite remercier tout le monde. N'oubliez pas la date de 3 mars. Merci beaucoup. Merci aux interprètes. Merci Franck. Merci Tony pour cette discussion stimulante. Il y avait beaucoup de questions qu'on n'a pas répondues, mais nous allons essayer de répondre dans la semaine avant le deuxième webinaire. Donc, on s'arrête là et rendez-vous au mercredi prochain pour une autre séance sur l'équité, la privatisation et le droit à l'éducation. Merci beaucoup tout le monde. Merci.